Bonjour, happy Monday. So today's video that we have lined up, my French connection has on the list for today is Les Trésors des Archives Nationales. I think it says the treasures of the National Archives. So I don't know for sure. We're going to translate this to English here. Okay, yeah, I was correct. The treasures of the National Archives. Original channel, excuse me, Shadow of Doubt. So real reactions here, guys. Apologies for that burping, but we're watching this. Thanks for watching with me. Hit like and subscribe. Depuis que les hommes savent écrire, ils se sont attachés à conserver les documents qu'ils considèrent comme importants. Chez nous, depuis la Révolution, cette tâche est confiée aux Archives nationales. Derrière ces portes, des centaines de kilomètres de rayonnage d'archives conservent la mémoire de nos grands hommes, de nos rois, de nos présidents. Ensemble, nous allons pénétrer au sein des Archives nationales, l'armoire de fer. Ce gigantesque coffre-fort contient les documents les plus importants de notre histoire et son accès n'est autorisé qu'à de rares privilégiés. À travers les trésors qu'elle recèle, nous allons revivre certains des événements les plus passionnants de notre histoire. Quand l'avocat général demandait la peine de mort à moins d'1 mètre, j'entendais respirer derrière moi celui dont on demandait la tête. Les Archives nationales sont les témoins de notre histoire. Une histoire souvent héroïque. Au jeu de paume! Oui, il a raison! Au jeu de paume! Une histoire faite de notes secrètes, de parchemins mystérieux, de lettres d'amour et de haine. Et aussi parfois sur de modestes formulaires administratifs, d'émouvantes signatures d'inconnus destinées à laisser leur nom dans l'histoire. Notre nom c'est Aznaourian. Et là c'est Aznavourian. C'est pas grave. On a fini par se faire un nom quand même. Les Archives nationales, ce sont aussi des lieux fascinants et eux-mêmes chargés d'histoire. Nous allons pénétrer ensemble là où les caméras de télévision ne sont presque jamais admises. Des magnifiques hôtels particuliers au cœur de Paris, à l'édifice futuriste de Pierrefitte-sur-Seine, sans oublier les intrigants bâtiments cachés au cœur de la forêt de Fontainebleau. We're gonna learn today, guys. L'extraordinaire histoire des archives de notre pays commence en 1194. Ce jour-là, le roi de France, Philippe Auguste, est vaincu lors d'une bataille contre son pire ennemi, l'anglais Richard Cœur de Lion, qui brûle toutes ses archives. Le document était la preuve écrite que l'on était bien propriétaire de son royaume, que l'on était bien en capacité de convoquer son armée. Et donc il convenait de toujours avoir ces documents avec soi. De retour à Paris, Philippe Auguste fait reconstituer ses archives et les installe à l'abri du donjon du Palais Royal, sur l'île de la Cité. Dorénavant, c'est là que seront conservées les archives du royaume. Mais en 1789, un événement va tout changer. Nous voulons la Bastille! C'est une révolte. Non, c'est une révolution. Le régime s'effondre, mais les révolutionnaires ne détruiront pas les archives royales. C'est pourquoi il nous est possible aujourd'hui de faire revivre les personnages illustres de notre histoire. Comme notamment Jeanne la Pucelle, avec la dernière lettre qu'elle écrivit avant de périr sur le bûcher. Ou Louis XIV, qui au crépuscule de sa vie coucha d'une écriture tremblante un dernier codicille sur son testament. Certains de ces trésors... So he was the last king then? King, what was Louis the 14th? I believe. Okay. So was this in what time period was this? Because this, what, 1200s maybe? Or I can't remember. I should know. I mean, I did watch this in another video, like it told, about the French Revolution, but my brain doesn't retain the memories so much, guys.
Getting old sucks. Toucha d'une écriture tremblante un dernier codicile sur son testament. Certains de ces trésors sont conservés ici, au cœur du Marais à Paris, dans l'armoire de fer, le saint des saints des Archives nationales. Construite dans la fièvre de la Révolution, l'armoire de fer est un chef-d'œuvre dans l'art du coffre-fort. Une épaisse porte de bois, 2 caissons de fer forgé, 4 serrures, 3 clés. L'armoire de fer s'ouvre exceptionnellement devant nos yeux, selon un protocole immuable. C'est là que sont entrés. I was way wrong. French Revolution, I just Googled it. 1789 to 1799. Okay, so that would make sense because I was wondering because they said this building, it was built in 17 something, but then I was like, wait a minute, if it was because it showed something from like 1100 a little bit ago, so I was thinking that was like part of the French Revolution, but evidently. Okay, the execution of King Louis XVI and Mary Antoinette by guillotine and the rise of Napoleon Bonaparte. Yeah, I need to learn more about this, but you know what? That's what we're doing with this channel, guys. We're learning about French history, French culture, French TV, French music, French humor. All things French, I guess. Let's do it. Entreposer les documents les plus prestigieux de notre histoire. Dans l'un de ces compartiments de cuir, nous avons déniché ce registre de maroquin rouge. À l'intérieur, protégé par un étui, un petit morceau de papier très fin et criblé de trous. Quel est ce mystérieux document? Ce que ce billet va nous révéler, c'est une conspiration. Une conspiration qui a scellé la destinée d'une reine. That's cool. Like they're going through stuff and they're still just finding old stuff, like an old note tucked away inside of a book or whatever that shows a conspiracy about some. That's cool. That's crazy. That's cool though. Nous sommes le 28 août 1793. Louis XVI a été exécuté 7 mois plus tôt. Marie-Antoinette, emprisonnée à la conciergerie, attend que le tribunal révolutionnaire ouvre son procès. Le concierge faisait venir un certain nombre de curieux qui lui donnaient un pourboire pour voir cette prisonnière tout à fait extraordinaire. Un beau jour est arrivé un chevalier de Saint-Louis du nom de Rougeville. Ce chevalier a jeté un œillet par terre. La reine a trouvé dans cet œillet un billet qui lui laissait entendre qu'on allait préparer une tentative d'évasion. Marie-Antoinette connaissait le chevalier de Rougeville. C'était un allié sûr. N'ayant ni plume ni encre dans sa cellule, la reine doit trouver un moyen de lui répondre. Et elle a essayé de répondre à cet homme en piquant sur un bout de papier, en faisant des petits trous. Et elle aurait écrit ainsi « Je suis gardée à vue, je ne parle à personne, je me fie à vous, je viendrai ». So the small holes, so is she forming the letters with the holes, or is it some kind of like a Morse code situation? So that's the paper that they found sometime recently, it seems like, in those archives. That's the paper that was inside that book. It goes back to the 1700s. It's very cool. History is awesome. Mais Marie-Antoinette est surprise par un gardien qui la dénonce et remet le billet criblé de trous aux autorités révolutionnaires qui en profitent pour commencer les interrogatoires. Le procès a lieu le 14 octobre 1793. Marie-Antoinette sait qu'elle risque sa tête. Elle va se défendre jusqu'au bout. Les minutes de son procès sont conservées dans l'armoire de fer. Now, I know the subtitles aren't 100%. You know, the minutes of her trial are kept in the cupboard. I don't know what that is, you know, the translations are a little off. So some of it I just have to kind of fill in the blanks and guess. So bear with me.
And of course, if I'm wrong about anything, I come to the wrong conclusion. Hey, this channel isn't me presenting facts. It's just I'm watching videos and learning. So I don't know anything about this before I go into it. So before you try to comment and tell me to do my research ahead of time, that's not this channel. I'm researching. This is my research. We're watching it together in real time, guys. Not real time because it's recorded, but you know what I mean. Avez-vous rien écrit depuis quelques jours? Je n'ai pas même de quoi écrire. Et là, le petit papier percé doit lui être présenté. Ne vous seriez-vous pas servi d'aucun instrument ou d'aucun moyen pour transmettre vos idées? Et la reine se défend encore. N'étant pas seule, même un moment, je ne le pourrais pas. Eh bien, nous savons qu'elle l'a pu, puisque nous conservons le petit papier qu'elle a percé de son épingle. Yeah. Marie-Antoinette est condamnée à la peine de mort dès le lendemain. Elle sera exécutée le 16 octobre 1793. Okay, so sentence of death 1793. So over here it says on my Google tab, it says the French Revolution was a period of political and social change in France that lasted from 1789 to 1799. The revolution included the abolition of the feudal system, the execution of King Louis XVI and Marie Antoinette by guillotine, and the rise of Napoleon Bonaparte. So this is still leading up to it then. 1793, like we're still in the midst of the revolution, like right smack dab in the middle of it. So she was a queen, right? Queen Marie Antoinette, I would assume she was the queen of King Louis XVI. So, and the rise of Napoleon Bonaparte. So Napoleon must have been the first, like, what, president or something? Because he wasn't a king, right? Like, that's the whole thing of having the revolution was get rid of the king stuff, get rid of the monarchy, right? Make it like a people's republic kind of thing, democracy or whatever you want to call it. So, yeah, we got a lot of learning to do. I got a lot of learning to do. You guys probably already know this, but you know what? If not, whatever, we're learning together. Si ces documents exceptionnels ont été conservés, c'est grâce aux Archives nationales, une institution qui va voir le jour aux heures les plus tumultueuses de notre histoire. Le 20 juin 1789, c'est le serment du jeu de paume. Au jeu de paume! Les 600 députés se sont constitués en Assemblée nationale. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent, jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Pour les 600 députés, ce serment est l'expression d'un immense espoir. Ce document incarne et légitime le nouveau régime. Les députés décident de mettre le serment du jeu de paume en lieu sûr, dans un coffre-fort. Ce coffre-fort, c'est l'armoire de fer, puisque la carcasse de l'armoire de fer est la carcasse d'origine, et on l'a conservée au sein de l'institution pour en faire le lieu le plus précieux qui va permettre de justement continuer à garder un lien avec cette fonction d'origine, c'est-à-dire de conserver les titres nationaux. Avec l'armoire de fer, les Archives nationales sont nées. Le serment du jeu de paume est l'un des premiers textes à y être conservé, et bientôt d'autres textes le rejoindront. La Déclaration des droits de l'homme, la première Constitution. L'armoire devient la gardienne de notre République. Et aujourd'hui, nous perpétuons cette tradition. Et à chaque fois qu'une loi constitutionnelle est promulguée, l'original scellé, parce que les constitutions en France sont toujours scellées du grand sceau de la République, entre dans l'armoire de fer. L'armoire de fer conserve chaque trace de l'évolution de nos institutions, comme ce texte qui scelle l'abolition de la peine de mort en 1981. Nombre de votants 487. Suffrages exprimés 4. You know,
the guillotine was last used in France, I believe, in 1978 or 1979. Shocking to me, because it's just like, wow, you wouldn't think that old like medieval kind of way of execution is something that happened less than 50 years ago. Still, it's insane. 282, majorité absolue 242. La peine de mort est abolie. Depuis 1791, on ne compte pas moins de 85... Now, okay, so death penalty's been abolished. Did crime rise afterwards? Right? You loosen the restrictions. People are like, oh, cool, we don't have to worry about being put on the death penalty at least. So, you know, I don't know. It just seems like if the death penalty was in place, people would be a lot more scared to do bad stuff, right? But then again, criminals, I guess they don't care. So death penalty's been abolished since 1791. I thought that just... Okay, been abolished. And then, comma, since 1791, starting a new sentence, there have been no fewer than... Okay. 5 tentatives d'abolition de la peine de mort. Okay. En 1848, Victor Hugo avait incarné ce combat. Un siècle et demi plus tard, c'est Robert Badinter, le garde des Sceaux, qui en sera le maître d'œuvre. Dans les années 70, l'opinion publique se déchaîne contre les avocats abolitionnistes qui plaident dans un grand nombre de procès contre la peine de mort. Robert Badinter est alors à l'avant-garde de ce combat. Quand l'avocat général demandait la peine de mort, à moins d'1 mètre, j'entendais respirer derrière moi celui dont on demandait la tête. Et je savais qu'entre la mort et lui, il y avait simplement ce que je pourrais dire. Et aucune responsabilité ne peut se comparer à cela. Il défendait des gens indéfendables. Yeah. Et donc il plaidait contre la peine de mort. Il plaidait pas pour les coupables, il plaidait contre la peine de mort. En 1981, l'année des élections présidentielles, impossible pour les candidats de faire l'impasse sur leur positionnement dans le débat. Alain Duhamel pose la question à François Mitterrand devant 2 millions de téléspectateurs. Il y a actuellement 5 condamnés à mort dans des cellules. Je voudrais savoir si vous étiez élu président de la République, si vous les gracieriez. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. En dépit de cet aveu impopulaire, François Mitterrand est élu le 10 mai 1981. Robert Badinter, nommé garde des Sceaux, porte le débat sur la peine de mort devant l'Assemblée nationale. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, à abolir la peine de mort. Occidentale, à abolir la peine de mort. He wants to signify like Western Europe, like not the whole of Europe, Western Europe. Près de 2 siècles après la Révolution, la loi qui abolit la peine de mort rejoint les autres textes fondateurs de notre nation dans l'armoire de fer. In the cabinet it goes for safekeeping, for future generations to look at and enjoy. That's cool. So that's like Mais over aussi 200-year-old. prestigieuse soit-elle, cette armoire de fer That cabinet was built in the late 1700s, so to be like probably coming up on 250-year-old metal cabinet. n'est qu'une petite partie d'un immense ensemble. Après la Révolution française, les archives nationales vont élire domicile ici, dans le Marais, au cœur de Paris.
Nous sommes en 1808, Napoléon Ier souhaite rassembler en un seul lieu toutes les archives du pays. Il acquiert un hôtel particulier, le luxueux hôtel de Soubise. On reprend la façade pour créer cette façade sud, on dessine cette cour à colonnes tout à fait spectaculaire. Il faut dire que c'est un parti tellement original que tout Paris a parlé de ça et que même Louis XIV veut qu'on lui en parle. C'est un roi qui aime l'architecture, alors il dit mais alors cette cour dont tout le monde parlait de ça et que même Louis XIV veut qu'on lui en parle. Okay, all pairs spoken about it, and even Louis XIV admits that we speak to him about it. C'est un roi qui aime l'architecture, alors il dit mais alors cette cour dont tout le monde parle, comment elle est, enfin vous voyez, donc il y a un effet de mode hein, très fort. Haitian architecture. I know they're not talking about Haiti. What is Haitian architecture? Is this a translation error? Alors il dit mais alors cette cour. Yeah, I believe it is. It has to be, right? Cour dont tout le monde parle, comment elle est, enfin vous voyez, donc il y a un effet de mode hein, très fort. L'hôtel du prince de Soubise voit défiler le tout Paris du XVIIIe siècle. Lavish. Et ce sont ces salons mythiques, considérés par le roi Soleil lui-même comme le comble du raffinement et du bon goût, que Napoléon décide de transformer en un dépôt d'archives. Okay. L'empereur, qui s'est bâti un empire en envahissant l'Europe, s'est mis en tête de réunir ici toutes les archives des pays conquis. Les archives nationales deviennent les archives... Okay, so he's called an emperor, right? Let me look over here. Emperor. I mean, I guess it's the same as president, though. It says Napoleon Bonaparte, also known as Napoleon III, was the president of France from 1848 to 1852, which I typed in president, but down here it says emperor of France. He was the first president, second emperor, and last monarch of France. Huh? Okay, so it says Napoleon III was president of France from 1848 to 1852, and then emperor of the French from 1852 until his deposition. This isn't even the same Napoleon. This is saying 1808 to 1873, so I'm confused. Because this was talking about 1801 over here, but that would have been 7 years before this. You guys are going to have to let me know about this, because I am thoroughly confused here. We're just going to continue on with the video. Impériales. Après Napoléon, le palais Soubise reste dédié aux archives des administrations de l'État. Mais il devient vite trop petit, d'autant que, mal stockées, les archives s'abîment inexorablement. Louis-Philippe, puis Napoléon III, se lancent dans la construction de grands dépôts pour augmenter la capacité de stockage. So what are they talking about in 1801? The subtitles has to got something wrong, or I missed something. Because the guy was born in 1808, so he couldn't have been there in 1801. And if the revolution was from 1789 to 1799, I lost something here, but we're just going to continue here. Un immense bâtiment extrêmement sécurisé. Les trésors de la nation sont dans ces grands dépôts, littéralement mis en scène à des fins politiques. D'abord, un décor fastueux avec des colonnes, quelque chose de très noble, et au fond, la porte qui s'entrouvre sur l'histoire par le document, hein, ça vient vraiment mettre en scène ce culte qu'a eu le 19e siècle pour les archives et qui nous vaut ce somptueux ensemble encore aujourd'hui. Ainsi, les archives de la nation sont présentées de manière à adoucir la rupture provoquée par la Révolution et montrer au peuple, républicain comme monarchiste, qu'ils ont une histoire et des racines communes et doivent regarder l'avenir ensemble. À la fin du 19e siècle, les archives nationales ont donc leur temple, un magnifique ensemble que l'on appelle encore aujourd'hui le quadrilatère des archives. Mais avec le XXe siècle, l'histoire va drainer son lot d'événements et avec eux son torrent d'archives. Le manque de place devient à nouveau critique. Il y avait 500 kilomètres
d'archives qui dormaient dans les placards des ministères, certaines remontant au XIXe siècle. Les dossiers étaient rangés un petit peu comme on pouvait, dans des caves, dans des greniers, dans les bureaux. Impossible de trouver autant de place aux archives nationales. Les archives nationales se trouvent dans l'incapacité de remplir leur mission, conserver les documents et les mettre à la disposition du public et des chercheurs. Étrangement, c'est d'une décision capitale de politique internationale que va venir la solution. Et qui est la décision prise par la France de se retirer de l'OTAN et de recouvrer le plein exercice de sa souveraineté sur son sol et dans son ciel. Are they part of NATO, though? Le 7 mars 1966, la France se retire de l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Cette décision laisse vide une base de l'organisation militaire installée près de Fontainebleau depuis la Seconde Guerre mondiale. On y entrepose les archives de la Ve République. Pour compléter ces bâtiments... Did they rejoin NATO? Because I thought France was part of NATO. Let me check here on Google here. I thought it was. Yes, France is a founding member of the North Atlantic Treaty Organization. France was one of the 12 countries that signed the North Atlantic Treaty in Washington, D.C. in 1949, establishing NATO. So, hold on. This says something about the 1966 thing here. I clicked on, if it opens up fast enough here. It says, in 1966, France decided to withdraw from the alliance's integrated military command. That decision in no way undermined France's commitment to the alliance's collective defense. As General de Gaulle put it, the aim was to change the form of our alliance without changing its substance. Following the positive vote of the National Assembly, France officially announced its full participation in NATO military command structures at the Strasbourg. So they withdrew or they didn't withdraw? That doesn't give me any more clarification. I'm more confused now. We're just going to keep going. I'll be so confused by the end of this video. But you know what? That's what the comment section is for, guys. While you're down there, do me a favor and hit like and subscribe. Les bâtiments ont construit un grand complexe de 32 magasins, tous situés en sous-sol. Ici, on trouve des archives sensibles. Des documents portant les noms de fonctionnaires, policiers, militaires, engagés dans des opérations délicates et tenues secrètes. Des informations sur notre histoire récente qui ne sont pas communicables sans dérogation. Alors la guerre d'Algérie, c'est vrai que pour des fonctionnaires par exemple, ce sont des périodes assez troublées où les personnes n'ont pas été mises forcément dans des situations très confortables du point de vue de l'exercice de leurs fonctions et donc forcément, on ne s'étonnera pas de voir dans un certain nombre de dossiers le reflet des événements qui se sont passés effectivement en Algérie à cette époque-là. Toute la lumière n'a pas été faite sur certains épisodes de notre histoire récente. Les documents qui les concernent doivent donc être traités avec précaution, comme ceux concernant la guerre d'Algérie. Certains dossiers sont restés secrets pendant 60 ans, hormis dérogation aux historiens. So, like all countries, people do some messed up stuff in the past, and then the people in the future, like nowadays, they see that, oh, we did this messed up stuff in the past, they're like, oh, we better keep it a secret. We don't want people to know that our country did this. It happens in probably all countries, every country. Le temps qu'il faut pour laisser les enjeux politiques et les passions humaines s'apaiser. Les archives, c'est à la fois le lieu de la transparence, c'est un outil de démocratie, mais également, c'est l'endroit où l'on garde les secrets d'État. Of course. Et des secrets d'État sur le site de Fontainebleau, il y en a de plusieurs natures. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, les archives nationales collectent de l'image, du son et tous les documents numériques produits par tous les organismes publics et jusqu'au sommet de l'État. Nous avons retrouvé le discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995 pour commémorer la rafle du Veldiv pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à la conservation de ce discours historique, nous avons la possibilité de réécouter les propos du président dans leur intégralité, alors que les journaux télévisés n'en avaient diffusé que de brefs extraits. Ah, ok. La France, patrie des Lumières, patrie
des droits de l'homme, la France terre d'accueil. Ce discours est important puisque c'est le premier discours fait par un président de la République qui reconnaît véritablement la responsabilité de la France en tant qu'État vis-à-vis de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président Mitterrand, auparavant, affirmait que cette responsabilité incombait uniquement au gouvernement de Vichy. Pour les prédécesseurs... Oh yeah, wasn't France kind of like on the Nazi side or something? Weren't they working with the Nazis? I can't remember for sure. I'm by no means a historian. I know absolutely nothing. Really, I'm just trying to learn as I go. But I think France was working with the Nazis, which it was back in the day. Times have changed. People are good now. Germans are great. You know, but at that time, you know. Que cette responsabilité incombait uniquement au gouvernement de Vichy. Pour les prédécesseurs de Jacques Chirac, l'État français légitime était avec le général de Gaulle à Londres et n'avait donc pas à se porter responsable de la déportation. Ça ne correspond en rien à la réalité historique, puisqu'effectivement l'État français, une partie des Français, une partie, surtout dans les élites, ont collaboré avec les Allemands et mené une politique, notamment vis-à-vis des Juifs, absolument honteuse. Et donc la position de Chirac est plus juste. Et donc ce discours est un discours très important de réconciliation nationale finalement, et de réconciliation notamment avec les Français juifs qui pouvaient légitimement considérer que ils avaient été trahis ou abandonnés pendant la guerre. Le journal télévisé avait alors diffusé un extrait du discours en adéquation avec les préoccupations politiques de l'époque. Lors des élections, le Front National avait remporté pour la première fois la mairie de villes importantes, mais le discours disait aussi autre chose. Certains partis politiques se révèlent porteurs de manière plus ou moins ouverte d'une idéologie xénophobe, raciste, antisémite. Alors, cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec la plus grande force. Dans le discours du président de la République, il y a aussi toute une partie, et une partie très importante, qui parle aussi de l'aspect de la transmission de la mémoire et de la responsabilité directe de la France dans la persécution des Juifs. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. La lecture de l'intégralité du discours sera indispensable aux chercheurs pour écrire l'histoire de la fin du XXe siècle. Et c'est ici, aux Archives nationales, qu'ils pourront la trouver. François Fillon a posé ce matin la première pierre du nouveau centre des Archives nationales à Pierrefitte sur Seine, en Seine-Saint-Denis. Quand le XXe siècle s'achève, les bâtiments des archives sont à nouveau devenus trop petits. L'idée d'en construire un autre s'impose et le 12 février 2013, on inaugure le nouveau site des Archives nationales. What happened to the old one? Ce nouveau centre dispose de 60 000 mètres carrés de superficie et comprend 220 magasins d'archives répartis sur 11 niveaux, soit 360 km linéaires de rayonnage. Il est conçu comme un coffret précieux, imposant, massif et métallique. Il constitue à ce jour le plus grand site d'archives d'Europe. Les archives nationales évoluent avec le temps et l'histoire. Mais leur raison d'être, elle, ne change pas. Donner accès aux chercheurs, comme aux citoyens, aux archives de notre pays. Pour cela, il faut que les documents soient en état d'être consultés. Papyrus, parchemin, papier, cuir, cire, toutes les matières utilisées par le passé racontent aussi des histoires. Yeah, if it's papyrus and leather scrolls and stuff, that's old. We don't use that stuff anymore necessarily. Les documents les plus anciens conservés aux archives sont les actes du Moyen-Âge. Middle Ages. Ils sont ornés de sceaux qui, grâce au progrès de la science, nous permettent de faire des découvertes sensationnelles. Le sceau est un objet de cire utilisé pour valider un document. Il avait la fonction de notre signature actuelle et beaucoup ont été endommagés au fil du temps. Et pourtant, en restaurant un sceau du 7e siècle,
Agnès Prévost a fait une découverte extraordinaire qui va nous éclairer sur les rois les plus méconnus de notre histoire, les rois mérovingiens. Le plus célèbre de ces rois est certainement Clovis. Le roi franc et son peuple sont encore aujourd'hui présentés dans les manuels scolaires comme des êtres barbares vivant dans une époque trouble. Mais cette découverte, faite récemment en restaurant ces sceaux, est en train de chambouler nos certitudes. L'enquête commence. Il y avait des fibres qui dépassaient. Je les ai vues d'abord à l'œil nu, je me suis questionnée, et là je me suis rappelé les textes qui parlent de la présence de cheveux humains dans les sceaux. En effet, des chroniqueurs de l'époque rapportent que les rois mérovingiens, appelés rois chevelus, scellaient leurs écrits par des sceaux garnis de cheveux. Mais personne ne les ayant jamais vus, on croyait à une légende. Seriously? So what do? They cut out part of their hair and then just put it with the wax when they do the seal? That's interesting. So you found hair from the Middle Ages. Does hair even degrade? Is there still just particles of hair just all over the world, like in the dust? It doesn't degrade over time, right? I don't know. That's weird. Like, where's all the hair of the world? Like, where's all the past hair at? Is it just all, like, broken up into little tiny particles full of dust everywhere? I don't even know. I overthink things. But this is cool. This is very cool. Garnis de cheveux. Mais personne ne les ayant jamais vus, on croyait à une légende. Un médecin légiste est contacté pour faire des analyses plus poussées. Et quelques mois plus tard, c'est confirmé, les fameuses fibres sont bien des cheveux. On voit vraiment... That's cool. Alors là, on voit bien que c'est pas un poil qui est tombé dessus, mais qu'on a mis une mèche et qu'on l'a mélangé à la cire. Non seulement on a devant les yeux, entre les mains, un document qui a été vu, qui a été touché par un roi mérovingien, mais en plus, ce sont ses cheveux qui sont dans le sceau. Donc c'est vrai que c'est un sentiment extraordinaire que d'avoir pu découvrir ça. En effet, on sait que la tignasse de ces rois leur conférait dans la hiérarchie de l'époque une puissance symbolique. Et leurs ennemis le savaient bien. En cas de victoire, les premières représailles étaient de couper les cheveux du roi. Pas de pire humiliation pour nos ancêtres les Francs, qui préféraient mourir que d'être tondus. Mais pourquoi déposer des mèches de leur précieuse crinière dans des seaux? On s'est dit que c'était peut-être... I wonder if the hair has something to do with, like, in the Bible stuff. Like, I'm not a religious person or whatever, but, like, in the Bible, you had the guy, who was his name, Samson, or... I don't know, the guy with the long hair, and he had power from his hair. And then he got his hair cut off, his power was gone. I wonder if it has something to do with that, like if they think that their power and their royalty comes from their hair. So then if they put, like, little slithers, pieces of hair inside the wax that they seal stuff with, then it's like, here's a little bit of that power or something, right? I don't know. It's cool. It's interesting, for sure. Être un moyen de renforcer le pouvoir de l'acte en introduisant dans le sceau une parcelle du corps royal, en l'occurrence des cheveux. D'après les historiens, les cheveux auraient aussi joué le rôle d'une empreinte biologique. Lorsque un document est mis en doute, si on ne sait pas si c'est un vrai ou si c'est un faux, le document est présenté en procès et la personne qui a émis le document peut inspecter non seulement la teneur de l'acte, mais également les différents signes physiques, c'est-à-dire si la couleur du sceau est la bonne, si la forme du sceau est la bonne, éventuellement si le contenu du sceau est le bon. Les rois barbares. But the thing with that is there's so many different people that have the same color hair. It'd be so easy to fake it. Like, okay, the king's blonde, go find another blonde guy, cut off some of his hair, this and that. I'm sure so much of it was faked. That document there, that wax thing there with the hair, who knows if that's even legitimately the king's hair? That could have been a faked seal 600 years ago or whatever. That's a long time, you know. Somebody could have just made a counterfeit, and then now we're just like, oh yeah, it's real. I mean, look at the counterfeits nowadays. Look how close they are to the real product. Ne l'était finalement pas tant que cela. Cette découverte a sans doute d'autres secrets à nous révéler. Les scientifiques cherchent actuellement à en extraire de l'ADN
il y aura d'autres surprises. Oh, that'd be cool. L'atelier de restauration a eu récemment à relever un autre challenge. Restaurer le magnifique rouleau des Templiers. Un parchemin de 22 mètres 40 de long. Like the Knights Templars? Utilisé durant tout le Moyen-Âge, avant l'arrivée du papier, le parchemin est une peau d'animal disposée en rouleau pour faciliter la lecture et le rangement. Mais la peau de chèvre, de mouton ou de veau vieillit mal. Elle se raidit, se craquelle, s'altère irrémédiablement. Il y a bien un troupeau de 22 chèvres, puisqu'il y a 44 membranes, donc 22 chèvres. Cette partie-là, elle est en train de bouger, donc ça, il va falloir recaler. Parce que la remettre en place, la couture, c'est pas enlevé, mais c'est accroché, quoi. How do they get it so small or so thin? Like it almost looks like paper. It's so thin, but it's made out of goat leather, goat skin. That's interesting because it doesn't look brown. Like normally you think like leather would turn dark over time or something. I don't know. I'm not a leatherologist, but looks like thick Ce paper. rouleau qui nous transporte au XIVe siècle lève le voile sur l'une des plus grandes énigmes de notre Moyen-Âge, le terrible procès des Templiers. L'ordre du Temple, un ordre religieux et militaire qui a mené les croisades en Terre Sainte et dont la puissance et la fortune sont si grandes qu'il menace le pouvoir du roi de France sur son propre territoire. Nous sommes vendredi 13 octobre 1307, il est 5 heures du matin. Des hommes en armes sont dépêchés à travers le royaume par le roi Philippe le Bel pour arrêter tous les chevaliers de l'ordre du Temple. Une injonction d'autant plus incroyable que cet ordre ne relève pas du roi, mais du pape. C'est un coup de force absolument illégal, puisque l'ordre des Templiers est un ordre religieux, ils dépendent directement du pape. En gros, c'est l'ordre de la papauté. I don't understand the whole Pope thing because the Pope has power, more power or the same power as kings and stuff, and it seems like, and it, I don't understand. I really do not understand. Le grand maître et les Templiers sont accusés d'hérésie. Reniement du Christ, sodomie, adoration d'une idole, des crimes inexpiables. Or, le rouleau nous apprend que 134 des 138 accusés les avouent dès le premier jour devant leurs accusateurs. Les Templiers étaient-ils donc coupables ? Quand ils avouent tous qu'ils ont soit craché, soit uriné sur la croix, ou embrassé au bas de l'épine dorsale, je cite l'euphémisme qui est utilisé dans les documents, le Templier qui les a reçus dans l'ordre, bon là éventuellement, pourquoi pas les croire. Mais quand en même temps ils disent que après avoir uriné sur le Christ, ils ont vu apparaître un chat noir, miraculeusement, et qu'ils l'ont embrassé sur le derrière aussi avant que ce chat noir disparaisse tout aussi miraculeusement, on a un peu plus de mal à les suivre. La rapidité de ces aveux, mais surtout leurs invraisemblances, posent donc question. Et c'est dans le rouleau des Templiers que se trouve la clé du mystère. Ce rouleau d'interrogatoire nous rapporte des interrogatoires standardisés, stéréotypés, très secs. On peut se dire que l'objectif de Philippe le Bel était d'obtenir coûte que coûte des aveux de tous ces Templiers, par la torture, par d'autres moyens, très rapidement, pour convaincre la terre entière de l'hérésie des Templiers et supprimer l'ordre. C'est donc l'étude de ce parchemin par des générations d'historiens qui a permis de comprendre les rouages cachés de cette grande affaire d'État. Une manipulation destinée à justifier la mort de centaines de Templiers. Conserver ces documents est donc de la plus extrême importance. The subtitles. This parchment by generations of historians was made it possible to understand the hidden grande workings. affaire d'État. Une manipulation destinée à justifier la mort de centaines de Templiers. Yeah, to justify the death of hundreds of tuna. That's what got me. I don't know what they're trying to say there.
Conserver ces documents est donc de la plus extrême importance. Comment assurer la pérennité de ces archives et les rendre accessibles en même temps? C'est là la mission des restaurateurs. Aujourd'hui, à l'atelier, on travaille sur un plan inédit du château de Versailles du temps de Louis XV, avec une esquisse de l'architecte, le grand Jacques-Ange Gabriel. En deux mots, tout ce qui est à l'encre, c'est l'État vers 1738, et tout ce qui est difficile d'ailleurs à lire comme ça, mais griffonné, c'est Gabriel qui a lancé c'est des esquisses. Non, parce que c'est même pas des traits hyper précis, c'est vraiment non, c'est vraiment une esquisse, c'est le jet, il a jeté comme ça. Oui, qu'on a du mal à voir d'ailleurs. Et qu'on a du mal à voir, ouais. Ce qui est important pour nous, c'est de ne surtout en aucun cas interagir sur cette action d'esquisse, qui est des fois très très légère, de l'architecte, et donc de le ménager au maximum. Donc effectivement, c'est fondamental, faire un dépoussiérage, un gommage extrêmement fin et limité. En quelque sorte. Tu sais, ce qui va se passer, c'est qu'on va surtout pas y toucher. Voilà. Il arrive que restaurer consiste à s'assurer de la meilleure conservation possible pour assurer la pérennité de l'archive. Et c'est la numérisation de ces documents qui va permettre de les communiquer au plus grand nombre sans avoir à les manipuler. Yeah. Okay, so he was saying something about a little scrub. In my head, I'm like, no, don't touch that. Don't scrub it. You're going to wipe the markings off. What are you doing? It must be a digital thing. They're going to make a digital, so then probably play with the contrast and the black level and the highlight level, whatever, right, to bring out the thing, I hope, because surely you're not going to scrub the top of an ancient document like that, right? You'd rub the charcoal right off or whatever was used to write with it. Or write on it, whatever. On n'aura pas de retouches ponctuelles à faire. Non, ça me semble parfait. C'est vrai que nous, on découvre des détails qu'on n'a pas vus au premier abord. Et c'est vrai qu'en vérifiant, par exemple, la netteté des images, on va zoomer aléatoirement à certains endroits et on va découvrir par hasard des petits détails tels que, par exemple, le gibet de potence qu'on a vu sur un plan qu'on a numérisé le mois dernier, avec un petit pendu dessiné à la plume. C'est vrai que c'est assez drôle. Ou des petits hangars. Wow. That's really cool. That's small, so they didn't notice that without being able to zoom in digitally. So how did they create, if it was so small, how did they create it in the first place? Détails tels que, par exemple, le gibet de potence qu'on a vu sur un plan qu'on a numérisé le mois dernier, avec un petit pendu dessiné à la plume. C'est vrai que c'est assez drôle. Ou des petits hangars, des petites fontaines, qui nous permettent mieux d'imaginer la vie à l'époque, et ce qui entourait non pas seulement le château de Versailles, mais le village alentour. Yeah, that's cool. So it's basically like a map of the Versailles area, I believe is what they were saying. It was an unfinished plan from back in the day, or like a sketch of what we're going to do to this Versailles palace, right? I think. Les archives nationales ont pour mission d'enrichir sans cesse les collections. Chaque année viennent s'ajouter des centaines d'archives qui bientôt seront mises à la disposition de tous. La majorité des fonds proviennent des institutions de l'État et les plus prestigieux, les plus sensibles aussi, sont les archives présidentielles. Durant chaque mandat, un conservateur est à l'Élysée pour collecter, trier et indexer les dossiers de la présidence. Ces archives sont conservées sous haute surveillance. Seules quelques rares personnes y ont accès, dont le conservateur des fonds présidentiels. Lui seul est autorisé à nous faire pénétrer dans ce lieu interdit au public. Well, hey, since you guys are still watching, why don't you do me a favor and scroll down a little bit, hit the like button and that subscribe button to help the channel out. Please. It doesn't take much of your time. It's completely free, and I appreciate it a lot, very much, a lot, more than you know. Thank you. Allô? Oui, Jean-Charles Bédag, j'aimerais accéder au magasin 502, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez badger. Merci. Merci. Auparavant, les présidents n'avaient aucune obligation de verser leurs documents aux archives nationales.
Dès son élection en 1974, Valéry Giscard d'Estaing a souhaité changer les choses. Quand j'ai été élu, donc, en 1974, je suis arrivé à l'Élysée. Et j'ai demandé où sont les dossiers. On m'a dit, quels dossiers? Ben, les dossiers sur les affaires en cours, parce qu'il y a des projets en cours, il y a des visites prévues, il y a des... Bon. Ah, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Non. L'Élysée était vide. Le nouveau président a pris conscience que la mission des archives nationales ne peut être totalement remplie tant que les dossiers des chefs de l'État restent leur propriété privée. Je savais que, par exemple, l'appel du général de Gaulle a été vendu plusieurs fois, et ainsi de suite. Donc il y avait un commerce de documents. Les archives, en fait, ça appartient à la nation, ça n'appartient pas à des personnes. En 1979, une loi est votée. Toute personne qui travaille à l'Élysée doit verser ses dossiers aux archives nationales. Un changement majeur dans la politique élyséenne pour une transparence maximale. Valéry Giscard d'Estaing laissera plus de 4200 cartons, des dossiers politiques et économiques, mais aussi des documents plus insolites. Monsieur le Président, nous sommes une famille de Français moyens qui souhaiteraient vous recevoir. Cette visite nous permettrait d'échanger des idées, etc. En arrivant à l'Élysée, le président avait fait part de son désir d'aller dîner chez les Français. Beaucoup ont envoyé une invitation au couple présidentiel. Ce que nous pouvons aujourd'hui découvrir dans les dossiers, c'est que, loin d'être totalement improvisés, ces dîners faisaient l'objet d'une organisation très huilée. Wow. On élabore une fiche de renseignement, on est fin février, on donne les noms, on donne leur âge, on donne même le menu, crudité, quiche Lorraine, épaule d'agneau, haricots verts du jardin, tarte maison, hein, je cite. Quelques informations sur les personnes, on indique notamment qu'ils sont inconnus tant sur le plan politique que syndicaliste. Donc on va loin dans la présentation des personnes. Dès le lendemain, les caméras de télévision débarquent chez la famille Demany pour recueillir leurs premières impressions. Alors comment ça s'est passé hier soir? C'était un ami vraiment, parce qu'on pouvait parler de n'importe quoi. Et il s'intéressait à tout. Les archives présidentielles ne sont pas accessibles sans dérogation avant un délai de 60 ans. Pourtant, quand les 12 500 cartons des 2 septennats de François Mitterrand sont arrivés sur les rayons, les demandes de lecture ont explosé. Il y avait l'idée que tout le monde allait pouvoir avoir accès à ces archives dans n'importe quelles conditions et que des secrets, parce que c'est ça, quelque chose qu'on interdit, suscite des interrogations. Donc le secret, on allait révéler des secrets d'État. Non, les archives présidentielles ne font que révéler l'action du président de la République. Pas de secret d'État au sens strict du terme, mais une plongée. Yeah, like you think they're going to give, they're not going to, countries, governments got secrets. You're not going to get them. No matter how hard you try, they're not going to, there's so many secrets. Even if a person, a government, right, not a person, but a government says, oh yeah, we have full transparency. No, they don't. No, they do not. But I think what they were talking about earlier is the president was going and meeting with actual regular Frenchmen, like just regular people in the country and having dinner with them. And so I think, like back in this section, which is very cool, very cool. You would not have that nowadays, or at least not here in the United States. That would not happen, not in today's political, and this ain't a political channel, but it wouldn't happen these days. Et dans les coulisses de l'Élysée. Ce que révèlent les documents conservés dans le fonds présidentiel de François Mitterrand, c'est surtout que de grandes tensions régnaient entre les réseaux d'influence qui gravitaient autour du président. Nous sommes convoqués, Jacques Lang et moi, un dimanche après-midi. Alors, on ne sait pas quand on a été convoqués en même temps, et on se retrouve vers 17h, un dimanche, au Louvre, et il nous dit, j'ai bien réfléchi, et il faudrait quand même, rue de Rivoli, dans les niches qui sont encore vides, rendre hommage à quelques amiraux de la Grande Guerre. On se regarde avec Jacques Lang, et alors il nous dit, quel amiral de la Grande Guerre suggérez-vous? Jacques Lang sèche, il se retourne vers moi, il dit, monsieur mon conseiller culturel,
Qui suggérez-vous pour mettre dans la niche? Eh bien, je dis, Monsieur le Président, je dois vous dire que, quoique marin, je connais pas vraiment d'amiral de la Grande Guerre. Alors, il était ravi, parce qu'évidemment, il avait préparé son coup. Il était ravi de jouer comme ça avec le pouvoir, vous savez. Donc, il nous regarde tous les deux et il dit, je suis bien conseillé. Je suis bien conseillé avec des gens aussi incultes en histoire. Monsieur le ministre de la Culture, monsieur mon conseiller culturel, je vous remercie. Ça a duré 6 minutes, ce rendez-vous. Mitterrand ne faisait jamais de réunion. Il voyait toujours les gens un par un. Et il avait la manie fâcheuse aussi de mettre plusieurs personnes sur le même dossier et puis de les laisser se battre entre eux et de voir lequel finalement allait émerger. Ça lui permettait finalement d'exercer son pouvoir sans partage. Certains ont peut-être pu peser plus que d'autres. Mais personne ne peut dire j'ai pu influencer le président de la République, François Mitterrand, et je suis responsable de personne. Les fonds présidentiels nous permettent ainsi de mieux comprendre les grandes décisions de nos dirigeants et font de nous les témoins privilégiés du quotidien de ceux qui vivent au cœur du pouvoir. Well, you're not going to get their full daily life, but as much, I mean, they might let you know some things, but again, there's no full transparency in any government. I don't believe it. I really do not. Il existe aussi des documents passionnants provenant de fonds moins connus du public. Ce sont les traces qu'ont laissées derrière eux de simples citoyens. Car cette institution ne concerne pas que les rois, les princes et les présidents de la République. Dès lors qu'une personne a eu un jour affaire avec l'État, on peut en retrouver la trace aux archives nationales. Okay, I was going to say, like, yeah, you definitely want to have a full representation of your history, right? Like, don't only show stuff that has to do with royalty. But then again, it says if anything, any person has anything to do with this state, we can find traces of it. So they're not just keeping records of some everyday common stuff that's happening in the French countryside or whatever, you know. It's literally like if you interact with the government, then they will record it, which, well, yeah, they will. But that doesn't show the full, I mean, your history is still going to be wrote and dictated by like the people in charge. Just because you got a few pieces of documents from like your common French person in the country doesn't mean squat when the only reason that document's there is because they interacted with the government. It has nothing to do with their personal life necessarily. So you're not going to get that insight in the future, if that makes sense. I don't know. Just my thoughts. Dans le département consacré à la France sous l'occupation, on trouve les archives du commissariat aux questions juives. En mars 1941, ce commissariat a été créé pour appliquer les lois du régime de Vichy vis-à-vis des Juifs de France. Ces archives racontent la politique du gouvernement du maréchal Pétain, mais elles racontent surtout les destins de milliers de Français qui furent trahis par leurs voisins qui les ont dénoncés. Terrible times. L'histoire dramatique de milliers de familles qui furent dépossédées de leurs biens, spoliées, arrêtées par la Gestapo ou la police de Vichy, déportées, exterminées. So, Gestapo. Don't make fun of me. Again, I don't know much about it. I'm not a historian. Gestapo was Italian, correct? So then the Vicky, or whatever you call it, that's the French guy, and then of course Hitler's German. But I think that's right. Is Gestapo Italian? Because I know that there was some stuff with that too. Like there was a lot going on in that time period. Qui furent dépossédés de leurs biens, spoliés, arrêtés par la Gestapo ou la police de Vichy, déportés, exterminés. Ici, une lettre adressée au commissaire aux questions juives le 27 janvier 1943. Monsieur, nous ne comprenons pas que dans notre quartier, il y ait encore des juifs non déclarés et ne portant pas l'étoile. Voici l'adresse d'une Anna B, 36 rue des Coquelicots à Clamart. Veuillez en prendre note. Si d'ici quelque temps il n'y a pas de résultat, nous nous adresserons à la commandanture du quartier. Un groupe contre la juiverie. Cette dame Anna a été arrêtée le 13 mars
Donc, quelques semaines après, elle a été déportée le 25 mars 1943. Well, what an asshole. Who in the hell wrote the letter and, oh, well, there's this just undocumented Jewish person over here. Get racism. There's no part of it. No part of it in my life. That's just insane to me that there was people like that. I mean, the 40s, World War II, very, very bad times. Let's just say that. Monsieur le commissaire aux questions juives, je me permets de vous écrire mon étonnement de voir encore dans la rue au Borkamp des youpins tenant encore leur commerce. Voici les adresses. Il y a une belle chasse à faire. Ce juif se cache depuis environ 2 ans. Il vit de marché noir, etc., etc. Les gens sont mal logés. Ils voient un appartement qui a appartenu à une personne juive. Il les dénonce. Ça peut être également des personnes qui souhaitent reprendre le commerce de quelqu'un d'autre, qui souhaitent éliminer un concurrent quand il s'agit d'une entreprise. Les premiers mois de l'occupation, un grand nombre de Français abasourdis par les événements ont écrit au maréchal Pétain, comme cette femme sourde, âgée de 63 ans. Monsieur le maréchal, pardonnez à une mère dans son immense douleur l'audace de vous adresser sa demande. Je n'ai qu'une fille au monde dont je ne m'étais jamais séparée. La nuit du 30 au 31, on l'a emmenée on ne sait plus où, sans que je la voie, sans pouvoir lui transmettre quelques effets de première nécessité. Ayez pitié de moi. Si on ne peut pas me rendre ma fille, je supplie de me permettre de partager son sort, quel qu'il soit. Donc la fille de cette dame a été déportée. Et cette dame a été déportée également quelques mois plus tard. Monsieur le maréchal de France. So when they say deported, where the hell was they sending them? If they're French Jews, they're French people. Just because they have Jewish DNA, okay, cool, whatever. You want to act like you want to hate the Jews and be an asshole like that? Sure, whatever. Let's deport them. Where are they sending them? Is that just like a nice way of saying they sent him to a damn concentration camp in Germany? Like what? I don't understand. I don't understand. France. Ne laissez pas prendre ma maman. Je suis un petit garçon de 10 ans. C'est aujourd'hui mon anniversaire. Je suis un Français et un catholique. Mais les parents de ma mère étaient israélites. Je vous salue comme si j'étais votre soldat et je vous remercie que vous m'avez donné le 4e prix. Les gens font confiance au maréchal Pétain et pensent que le maréchal Pétain est un peu comme un père qui va prendre soin de ses enfants qui se sont bien comportés. Souvent, ils citent que justement les gens de leur famille ont fait la guerre, se sont distingués, ont obtenu des médailles. C'est toujours assez émouvant, mais les gens ont effectivement confiance dans le maréchal Pétain. Des noms, des adresses, des lieux, des dates, autant d'indices dans ces effroyables documents que l'on transmette à ceux ou celles dont l'histoire familiale s'est rompue et qui cherchent à en retrouver les traces. C'est effectivement un aspect honteux de notre histoire, mais c'est les archives. Les archives ne sont pas là pour montrer que les beaux documents et que les périodes dont on peut être fier. Yeah, right. History's crazy. Quand vous allez aux archives, c'est un usage démocratique que vous faites de l'institution, puisque vous allez pouvoir y trouver des documents pour faire valoir vos droits, ou y trouver des documents pour reconstruire votre histoire, l'histoire d'autrui. Voilà. Donc c'est un usage social, démocratique, et j'irai même plus loin, éducatif, puisque je suis persuadée que pour les plus jeunes, pour ne parler que d'eux, c'est la connaissance de leur territoire, de leur histoire collective qui permet de se construire, et de se construire une personnalité aussi. Documents purement administratifs, les dossiers de naturalisation peuvent aussi se révéler parfois très surprenants. Ils nous racontent qu'à un temps T de notre histoire, une personne d'origine étrangère est devenue française. Un statut qui, quelle que soit la période, ne s'obtient pas facilement. Monsieur le ministre,
Je souhaite vivement obtenir la naturalisation française. J'eusse voulu, les circonstances le permettant, gagner cette naturalisation par un engagement volontaire dans l'armée. Malheureusement, j'ai été ajournée par le Conseil de révision siégeant aux Invalides. J'habite en France depuis mon enfance, cependant la date de ma déclaration d'étranger remonte à 1899. Depuis cette époque, sous le pseudonyme de Guillaume Apollinaire, j'ai acquis une certaine réputation dans les lettres françaises comme conteur, critique d'art et poète. Je m'efforcerai toujours, monsieur le ministre, de justifier l'honneur que me ferait la grande et noble nation française en m'accueillant comme un de ses enfants. Guillaume Apollinaire obtint la nationalité française en 1916, 2 ans avant sa mort. Comme lui, d'autres poètes, des écrivains, des peintres, des hommes politiques ont passé des heures devant les guichets de la préfecture de police à demander, attendre, espérer la nationalité française. Now, are these the Jewish people? Where do they come from then? If they're not French, if they don't have French nationality, I'm confused. Like, where? They migrated there from where? I don't know. Constituent la mémoire de ce qui fut parfois un combat avec l'administration, sont aujourd'hui conservés sur le site de Pierrefitte, sur 10 km de rayonnage. Parmi les dossiers de naturalisation, nous avons retrouvé celui d'une famille venue d'Arménie, les Aznavourian. Ça a du charme, c'est le charme du passé. Et du passé des miens. Parce que je la connais pas, l'histoire de ma famille. Je la connais mal, puisque mes parents n'aimaient pas trop parler des mauvais moments. Right. Nobody does. Je vais construire l'histoire de ma famille à travers ces papiers. Mais j'ai remarqué une chose que j'avais totalement oubliée, c'est qu'en fait, le V de Aznavour, ça a été placé par une des personnes qui travaillait à la préfecture. Notre nom, c'est Aznavourian. Et là, c'est Aznavourian. C'est pas grave. On a fini par se faire un nom quand même. Nous sommes le 22 mai 1924. Un petit Charles vient de naître dans une famille d'artistes arrivés quelques jours plus tôt à Paris, d'un pays qui n'existe plus, l'Arménie. Peu de temps après sa naissance, le petit Charles est déclaré français. Armenia don't exist? Armenia? Is this different than Armenia? Is Armenia different or am I just dumb? Peu de temps après sa naissance, le petit Charles est déclaré français. Un soulagement pour ses parents qui, eux, sont apatrides. Ses parents entament de longues démarches pour être naturalisés à leur tour. Les années passent, Charles grandit. Dès l'âge de 10 ans, comme il parle bien le français, c'est lui qui est envoyé à la préfecture pour faire les démarches. Ce sera la mission de son adolescence. J'allais à la préfecture tout seul. Je revenais avec les papiers signés. Moi, à un moment, on a dit... Est-ce qu'il est toujours vivant, votre père? J'ai dit oui. Il m'a dit emmenez-le. Alors je l'ai amené. Et mon père était un joyeux fantaisiste. Il s'est plus souvenu du nom de sa femme, du nom de famille. Alors il a pris le premier nom qui est venu à sa mémoire, qui était le nom d'un cousin de ma grand-mère. Voilà. Et ma mère s'est appelée Papazian, qu'elle lui a reproché toute sa vie. Elle lui a dit une phrase que j'ai reprise dans une chanson. Tu as tué 2 fois mes parents. C'est ainsi que dans le dossier de naturalisation, Papazian remplace Bagdassarian, le vrai nom de son grand-père maternel assassiné lors du génocide arménien. Il y a souvent des erreurs, des coquilles dans ces dossiers de gens aux noms bizarres, qui parlent mal le français et dont l'histoire compte peu pour une administration débordée par les demandes. What's Armenia now? Like, what did it turn into? If it's not there anymore, what is the country that's there now? Mais la nationalité française va leur être refusée. Ils sont déclarés sans intérêt du point de vue national. À ce moment-là, Charles a 15 ans. Monsieur et Madame Aznavourian, trop âgés pour avoir d'autres enfants, n'intéressent pas la France. Demande sans intérêt du point de vue national.
Mais qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt national? Sinon que d'être un bon citoyen et d'être là quand il faut être là, au moment les plus délicats justement. Malgré ce refus, Mamigon Aznavourian, le père de Charles, s'engage en 1939 dans l'armée française, puis en 1941 dans la Résistance. Et c'est grâce à cet acte de courage qu'il obtiendra en 1947 la nationalité française. Maintenant, on est français. Voilà, on était comme les autres. Avant, on n'était pas tout à fait comme les autres. Sauf moi. L'histoire de chacun façonne la grande histoire. C'est elle qui la nourrit. Et aux Archives nationales, elle a toute sa place. Celle de milliers d'hommes et de femmes qui ont vécu des drames, subi des guerres, construit notre pays, grandi avec lui, qui lui ont apporté leurs valeurs, leurs idéaux, leurs rêves, leur sang parfois. Tous ont laissé leurs traces aux Archives nationales. Only if he interacted with the government, it seems. Well, links down below, like I said. Go check it out. Wow, that's a lot to take in, guys. I think the subtitles were off a little bit, so some of it was confusing with the Napoleon Bonaparte. It was talking about something in 1801, but yet he wasn't born until 1808, so I don't understand how he would be the first like emperor of France. If the revolution ended in 1799, then you would think the first emperor or president or whatever France would have been around there, maybe 1800s or 1801, whatever, right? But he wasn't born until 1808, so I don't know what that's about. If you could clarify that for me, that would be amazing. What else? I don't know. I got questions. You heard them while I was watching it. So whatever those questions were, can't remember off the top of my head, but let me know down below. Hit like, hit subscribe. Have a super fun, awesome day, and I'll catch you in the next one. Take care. Bye.